accompagner son enfant, ça nous aide à être plus présents à nous-mêmes et du coup à reprendre contact avec l'enfant que nous étions. Parce que forcément, à travers le soin que nous prenons de nos enfants, nous mesurons ce que nous n'avons peut-être pas reçu. Et ce que nous avons vécu, les images, les interprétations qu'ont posées nos parents sur nous, peut-être ils nous ont jugés, peut-être ils nous ont punis, on peut se souvenir de tout ça et mesurer que finalement, on s'est construit malgré toutes ces blessures, avec toutes ces blessures, on peut monter un peu en autocompassion pour soigner une à une ces blessures d'enfants à travers ce prisme que nous offre l'éducation de notre enfant. Bonjour, bienvenue dans Dialogue. Se tourner vers un enfant, réfléchir à comment on l'accueille, s'émerveiller de le voir grandir, c'est une question à la fois personnelle quand on est parent, mais ça pose des questions aussi centrales pour toute notre société. Comment on s'ouvre à quelqu'un qui est vulnérable, quelle place on donne à cette vulnérabilité, et vous allez voir que la manière dont on se tourne vers les enfants en dit beaucoup sur nous, sur la société qu'on est en train de créer et sur notre monde. Et pour éclairer l'ensemble de cette question, je reçois Isabelle Filiosa. Bonjour Isabelle. Bonjour Fabrice. Élever un enfant, c'est une des choses les plus merveilleuses. Se relier à un enfant, c'est extraordinaire. Ça redonne confiance, la vie recommence, c'est plein d'espérance. Et pourtant, la plupart des parents ont le sentiment que c'est vraiment difficile et trop difficile. Et donc, je voulais vraiment qu'on fasse ce dialogue un peu SOS parents. On va, dans ce dialogue, donner quelques clés absolument simples et libératrices pour comprendre comment rester dans cet émerveillement et voir aussi comment faire ce travail de s'ouvrir à un enfant, de lui transmettre ce qui est le plus précieux. C'est un processus de guérison intérieure extrêmement profond. Parce qu'au fond, c'est ça, c'est élever un enfant, c'est aussi s'élever soi-même. Alors commençons peut-être par pourquoi aujourd'hui c'est pour la plupart des parents si difficile d'élever un enfant. Oui, c'est ce que disait Janusz Korczak, hein. Élever un enfant, c'est à nous de nous élever jusqu'à sa hauteur. Et vraiment, je te remercie, Fabrice, de tout ce que tu viens de dire. Tu as pu voir sur mon visage en même temps, à la fois au début, tellement de joie de ma part d'entendre que cette perception de ce que peut apporter le contact avec un enfant, parce que oui, c'est un émerveillement permanent, c'est beaucoup d'amour, beaucoup de joie. Un enfant, c'est de la joie sur pattes, c'est de l'amour sur pattes, c'est fantastique cette rencontre. Et en même temps, je me suis assombrie quand tu as parlé des difficultés que rencontrent de plus en plus les parents aujourd'hui. C'est devenu très très difficile dans notre société d'accompagner un enfant dans sa vie, plutôt que élever un enfant, parce que finalement, il est déjà très haut, on n'a pas forcément besoin de l'élever. Nous, on a besoin de s'élever à son niveau, oui, comme le disait Korczak, mais c'est l'accompagner dans sa vie, favoriser sa croissance, tout en vivant nous aussi, en n'ayant pas cette impression de ne pas y arriver, cette impression de panique, de pas savoir. Il y a un certain nombre d'études qui ont été faites de par le monde et on a étudié quels étaient les parents qui avaient un bon sentiment de compétence parentale, qui avaient confiance dans leurs compétences et qui semblaient y arriver, qui avaient moins d'épuisement que les autres. Et on s'est rendu compte qu'une des choses qui était vraiment très importante, c'est le fait d'avoir suivi un programme de développement des compétences parentales. Donc, En il faut fait, dire parents, ça s'apprend. eh ben oui, Et ça, c'est un peu surprenant parce que, en fait, on ne nous dit jamais ça. Et j'ai non, l'impression qu'apprendre à être parent, c'est d'autant plus important à notre époque que il y a il y a presque un siècle maintenant, où on vivait dans des très grandes familles et donc tout le monde avait vu comment on allait un enfant. Aujourd'hui, il y a très peu de gens qui ont vu comment on allait un enfant. Donc
les mères qui ont un enfant sont un peu, savent pas trop comment faire. Ils avaient vu comment on allait un enfant, ils avaient vu comment on élève un enfant, comment on se relie à un enfant par leurs aînés. Il y avait plein de familles. Et donc, c'était quelque chose que tout le monde savait. Est-ce que tu crois que cette évolution rend l'apprentissage encore plus important? Bien sûr, en fait, c'est ça qui le rend nécessaire. C'est-à-dire qu'avant, il y avait une transmission naturelle des compétences parentales. Alors là, il y a deux dimensions qui se passent aujourd'hui. C'est d'une part, il y a une rupture de cette transmission parce que, comme tu le dis, on n'a pas été exposé. Il y a des gens qui sont parents, ils n'ont jamais eu un autre enfant dans les bras. Ils n'ont pas vécu avec des enfants. Avant, on vivait on était dans des communautés où il y avait tout le temps des enfants. Donc, voilà, on se frottait, on communiquait davantage, ils étaient bien plus présents. Et donc, on savait comment faire. Et puis, les enfants étaient davantage introduits dans la vie des adultes et donc se comportaient aussi différemment. Aujourd'hui, il y a une espèce de ségrégation. Il y a les enfants d'un côté qui ont leur monde d'enfants et le monde des adultes. Et il manque un peu de connexion entre les deux. Une autre chose qui se passe, c'est que le monde a changé. Et qu'il y a 50 ans ou même 20 ans, on n'avait pas besoin de compétences spécifiques pour limiter le temps d'écran ou bien pour faire en sorte qu'un enfant ne fasse pas une crise dans un supermarché. Il n'y avait pas de supermarché et il n'y avait pas d'écran. Donc, le monde a tellement changé à un point que nous ne mesurons pas. Et puis nous, on ne s'en rend pas compte parce que on est dedans, on a vécu, on a acheté un téléphone, un ordinateur, machin, ça s'est fait. Mais moi, quand j'étais jeune, il n'y a pas encore les ordinateurs. C'est venu petit à petit, mais on ne se rend pas compte à quel point ça modifie. Nous, on a eu les ordinateurs quand on était déjà adultes. Les enfants, ils sont élevés avec. Et ça fait toutes sortes de différences. Ça va avoir un impact sur leur comportement, sur leur gestion des émotions. Le fait d'être aussi enfermé on est, comme disait Pierre Rabhi, on est tout le temps dans des boîtes, quoi. On a la voiture, une boîte, on a l'appartement, c'est une boîte, l'école, une boîte. On est sans arrêt enfermé entre quatre murs et on a beaucoup moins de mouvements libres, d'occasion d'être en extérieur et de vivre en bande, de jouer librement, etc. Les enfants ont moins d'occasions. Le monde a changé. Il s'est transformé sans qu'on s'en rende compte parce que ça s'est fait petit à petit et on ne sait pas l'impact. Donc on a à la fois un manque de transmission des compétences naturelles de communication et de relation avec les enfants et de maîtrise de qu'est-ce qui se passe à tel et tel moment de son développement, mais on a aussi besoin de nouvelles compétences qui sont des compétences de parentalité nouvelles dans l'humanité pour s'adapter aux enfants d'aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui. Quelles sont les principales difficultés qu'ont les parents aujourd'hui? Elles sont multiples. Et je pense que ce qui est le plus dur, c'est probablement l'isolement. C'est un des facteurs majeurs d'épuisement. Et déjà, deux parents, un couple de parents, c'est déjà difficile. Donc en fait, ce que tu dis, c'est si les parents ont des difficultés, c'est pas parce qu'ils font mal, c'est pas de leur faute, c'est Ça, parce c'est que sûr. pour des tas de raisons historiques, ils sont isolés et donc Ils ne reçoivent pas de soutien. On ne leur propose pas de programme de parentalité ou de soutien des compétences parentales. Tu as travaillé du reste à la commission des 1000 jours qui a été mise en place par le précédent gouvernement pour essayer d'accompagner les 1000 premiers jours de la vie de l'enfant. Il y a quand même une réflexion au plus haut niveau de l'État en se disant que ce problème d'isolement est un problème social, politique, absolument central. C'est-à-dire parler de l'isolement, ce que tu dis là est vraiment compris à tous les niveaux de notre société. Là, tous les experts tirent la sonnette d'alarme en disant que ça ne peut pas durer, que là, il y a un vrai problème. Et dans les préconisations que tu avais faites au gouvernement et au président de la République, c'était de travailler sur cet accompagnement. Tout à fait. La prévalence de la dépression pendant la grossesse et postpartum est phénoménale. Plus qu'avant. Oui, elle est vraiment très importante et liée beaucoup à cet isolement, au manque de compétences, mais surtout à l'isolement, au manque de soutien de la part de toute la société. Donc, pour répondre à l'isolement et pour répondre à cette nécessité de doter les parents de nouvelles compétences et de comprendre
comment est un enfant, qu'est-ce qui se passe dans sa petite tête, pour quelles raisons se comporte comme ci, comme ça, c'est quoi les étapes de son développement et comment on fait, quoi? Tout ça, on a besoin de l'apprendre et donc à la commission des 1000 premiers jours, on s'est mis d'accord sur la nécessité d'entourer les parents depuis avant l'accouchement jusqu'à 1 an après l'accouchement. On a proposé l'idée de maison des 1000 jours, quelque chose qui existe déjà en Australie et dans plusieurs pays, de plus en plus, parce que ça répond à un besoin. C'est dans ces endroits, des endroits de communication, de relations, où on peut apprendre toutes sortes de choses, où on peut trouver aussi un guichet unique pour toutes les démarches qu'il y a à faire, parce qu'on est souvent perdu aussi en tant que parent. C'est très compliqué, toutes les démarches. Il faut aller par-ci, par-là, inscrire à la crèche, regarder le médecin, le pédiatre. Il y a Tout toutes le monde ne sortes sait de... pas tout ça aujourd'hui. Et non, et on est perdu devant la multitude de choses. Donc un guichet unique pour centraliser les informations, accompagner le parent dans toutes ces démarches, aussi avoir des professionnels de santé qui sont là pour l'enfant, que le psychologue, le pédopsie, l'ostéopathe, le pédiatre, que tout ce monde-là communique entre eux, parce que chacun voit l'enfant par sa lorgnette, mais ce serait drôlement important qu'il y ait une coopération entre les différents intervenants pour avoir une vision un peu plus unifiée, et que le parent ne se soit pas à dire «Ah, le pédiatre m'a dit ça, ah oui, mais le pédopsychiatre m'a dit ça, ah oui, mais on m'a dit ça, et puis ah, il y a l'infirmière qui m'a dit ça». Voilà, aujourd'hui, très souvent, le parent entend des voix de professionnels qui ne sont pas unifiées, parce que très souvent pas fondées sur quelque chose de scientifique, mais sur des idées sur l'éducation. C'est quand même encore un endroit où il y a beaucoup de croyances qui ne sont pas encore basées sur la science. Donc faire un petit peu de nettoyage de ça. Donc les maisons des 1000 jours, c'est fondé sur la recherche. Qu'est-ce que la recherche dit? Donc, on va obtenir des informations fiables sur les différentes questions qui nous occupent, et surtout pour diminuer ce sentiment d'isolement et valoriser les parents. Et on se sent valorisé quand on est en interaction les uns avec les autres, quand on peut communiquer, en fait. Eh bien, on installe des groupes de parents qui vont se suivre tout au long de cette année-là, une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours, pendant 1 heure et demie. On se rassemble et entre parents, on apprend des nouvelles compétences, on s'entraide, on se soutient, on écoute les émotions. Tout parent a besoin de raconter son accouchement plusieurs fois, parce que sinon, c'est quand même un sacré bouleversement, un accouchement. Et que ce soit le papa ou la maman, on a besoin de pouvoir raconter ce qui s'est passé. Sinon, ça peut nous occuper à l'intérieur et perturber notre attachement à l'enfant aussi. Donc, écouter les émotions, partager nos compétences, développer, donc grandir en compétences, sortir de l'isolement. Tout ça, c'est ce qu'on a préconisé pour avoir une parentalité plus apaisée. Donc les parents sont trop isolés. Deuxième point, il y a des tas de connaissances qu'il est vraiment important de comprendre. Et une des choses essentielles de ton combat, mais en fait, quand on commence à voir dans le monde entier le combat de tous les professionnels sérieux, disent les parents ont besoin de comprendre le fonctionnement de l'enfant, comment fonctionne le cerveau de l'enfant, et quand même on peut dire un très grand nombre de problèmes que les parents ont avec leurs enfants seraient réglés si les parents comprenaient juste un peu le mode d'emploi de leur enfant. Et un enfant n'agit pas comme un adulte, ça a l'air tout bête de le dire, et un enfant à 2 ans, il n'agit pas comme à 4 ans, il n'agit pas comme à 7 ans, et juste comprendre un minimum leur cerveau, leurs besoins, c'est extrêmement soulageant. Et ça, c'est vraiment un des grands engagements de ta vie. Tu as énormément travaillé, et la recherche aujourd'hui va permettre de beaucoup mieux comprendre quel est le cerveau de l'enfant à 2 ans, comme je l'ai dit, à différents âges de la vie. Est-ce que ce n'est pas un des grands axes de connaissances simples, rassurants, décomplexants qu'il faut donner à tous les parents? C'est certain que ça nous ouvre les yeux et tout d'un coup, on comprend. Et du coup, ça diminue nos attentes et on peut admirer ce petit enfant dans un comportement que sinon on jugerait comme inapproprié. Tu peux donner quelques Et exemples?
moi, je me rappelle quand j'ai été maman au début, j'ai été un peu désarçonnée parce que finalement, on sait que c'est un bébé, on sait que c'est un tout petit enfant, mais quelque part, quand on n'a pas l'habitude de côtoyer des enfants, ben, on projette et on s'attend à ce que l'enfant ait déjà des compétences d'adulte. On Inconsciemment, sans s'en sait, rendre mais compte. voilà, c'est ça, on sait que c'est un enfant, mais ça n'empêche qu'on se dit, ben, quand même, il pense pas à ça. On s'attend à ce que l'enfant soit sage, respectueux, attentif, à ce qu'il reste calme dans le caddie quand on veut qu'il soit calme. Bref, à ce qu'il se comporte comme pourrait réussir à se comporter un adulte qui a un cerveau complètement terminé, opérationnel, qui sait comprendre les causes, les effets, qui sait se repérer dans le temps. Je veux dire, un tout petit enfant de 2 ans, on lui dit dans 1 heure, je t'achèterai une gaufre. Il dit au bout de 3 secondes, ben, elle est où ma gaufre? Parce que lui, il est encore dans l'instant présent. Son cerveau ne permet pas de se projeter dans 1 heure. Dans C'est 1 heure, vraiment, c'est c'est vraiment c'est vraiment ce que tu dis est fondamental, à la fois pour l'éducation, à la fois d'un point de vue, disons presque anthropologique et philosophique, parce que il y a encore, c'est un peu honteux, mais il y a encore des gens qui disent et qui croient que l'enfant est pervers, veut bousculer les parents, fait exprès des crises parce qu'il n'a pas de limite. Non, l'enfant fait souvent des crises parce qu'il n'arrive pas à se représenter le temps, parce qu'il y a des compétences qu'il n'a pas encore. Donc ça ne sert à rien de lui crier dessus pour qu'il apprenne que la gaufre sera mangée dans 1 heure. Il n'a pas la capacité de le comprendre, donc il faut lui parler un langage qu'il va comprendre et on n'aura plus de problème. tout simplement. Donc l'enfant, il fait juste ce qu'il peut C'est avec ça, ses moyens du bord. C'est pas du tout un affreux pervers qui c'est veut clair. torturer, parce que c'est quand même au fond une vision extraordinairement, qui n'est pas du tout la vision ancienne, mais c'est une vision qui est apparue assez tardivement dans l'histoire comme ça. Et on voit encore aujourd'hui cette vision qui moi, d'un point de vue même philosophique, existentiel, je trouve ça extrêmement effrayant, angoissant. Évidemment, le parent, si on lui dit tout le temps « attention, ton enfant est quelque chose de monstrueux », ben évidemment, ça crée de la violence, de la peur, du désordre. Ouais. Et si on lui dit juste... il y a un autre exemple que tu m'as raconté et que j'ai trouvé lumineux. L'enfant qui mange et met les choses et remet les choses par terre. Donc là, moi j'avais lu, voilà, l'enfant fait exprès, parce qu'il n'a pas de limite. Et en fait, qu'est-ce que tu expliques? Ben, que vers l'âge de 9 mois, c'est le moment où ça se passe, il vient juste de découvrir qu'il est capable de lâcher volontairement. En fait, le lâcher volontaire est impossible à 2 mois, 3 mois. On le sait, puisque nos enfants, ils nous attrapent les cheveux, ils attrapent les boucles d'oreilles, les lunettes, et ils veulent pas les lâcher. C'est pas qu'ils veulent pas les lâcher. Nous, on croit qu'ils veulent pas, parce qu'on projette sur eux l'idée que un adulte, il sait lâcher. Mais Donc, non, on a donc tous cette expérience. Les bébés, ils s'agrippent. ça, Et au bout d'un moment, ça lâche, mais c'est juste parce qu'au bout d'un moment, ça n'est pas la volonté. La volonté ne peut pas diriger la main qui joue. Donc, à Donc, 9 à 3 mois, mois, un enfant qui te tient les cheveux, le frapper parce qu'il lâche pas les cheveux, ça c'est sert à rien. idiot, Oui, c'est violent, c'est violent. et ça ne sert à rien. Tout à fait. Donc, c'est vraiment, ce qu'on dit est vraiment, c'est plein de bon sens. C'est pas, C'est ça. il ne peut pas, On donc lui ça ouvre sert la à main, rien. puis c'est tout. C'est-à-dire, on a besoin d'être conscient qu'il n'a pas la capacité d'ouvrir Alors, consciemment. à 9 mois, il a, et donc, Alors, 9 mois, donc il exerce. Il s'exerce. donc il jette pas les choses, il jette pas sa cuillère par terre pour emmerder le parent, Pas du tout. comme des incompétents le racontent, mais juste parce que il s'amuse Il est à fasciné. explorer sa capacité. C'est ça, c'est plus que s'amuser, c'est son travail. C'est nécessaire pour lui d'expérimenter et quand il découvre qu'il a une nouvelle capacité, il va s'entraîner et s'entraîner et s'entraîner. C'est hyper important. En fait, pour qu'il puisse écrire correctement à l'école plus tard, il faut qu'il sache prendre, lâcher et affiner petit à petit toute cette motricité fine. C'est absolument fondamental. Alors comment je fais moi, parce que j'ai quand même pas envie qu'il mette sa cuillère tout le temps, j'aimerais bien qu'il mange. Quel conseil tu peux donner? Alors, d'abord, peut-être le plus souvent, il peut manger avec les doigts à cet âge-là. Mais même avec la cuillère, on va peut-être lui proposer de manger par terre.
C'est-à-dire on installe une toile cirée par terre et là, on fait en sorte que ce soit confortable pour nous et que ça nourrisse son besoin à lui. Mais évidemment, si on le met sur une chaise haute et que, alors au moment quand il a faim, il va manger, mais rapidement, il ne mange plus parce que souvent, nous, on donne trop à manger. Là aussi, c'est une autre question, mais de manière générale, on remplit un peu beaucoup les assiettes des tout petits. Vaut mieux donner des toutes petites portions et en redonner au fur et à mesure pour éviter justement que tout simplement l'enfant, bah, il y a trop de choses devant lui et donc voilà, du coup, il joue avec la nourriture, il en met partout. Quoique, jouer avec la nourriture, c'est aussi expérimenter, malaxer, tout ça. En fait, tout enfant, avant de mettre quelque chose dans sa bouche, il a besoin de le triturer, de le toucher. En fait, il y a des connexions entre les différents sens et tous, quand il manipule la nourriture, il se prépare à la mettre dans sa bouche et donc il va avoir beaucoup plus de facilité à manger si on lui a permis de jouer entre guillemets avec la nourriture. C'est pas vraiment du jeu, c'est le travail d'appropriation, le travail sensoriel d'appropriation. Donc oui, tu as raison, mieux comprendre ce qui se passe dans le cerveau d'un enfant, ce qui se passe dans le corps d'un enfant et les besoins d'un enfant pour son bon développement, mais ça nous aide en tant que parents. Moi, ça m'a aidé énormément. Quand je ne comprenais pas le comportement de mon enfant, tout de suite, je me disais, bon, je ne comprends pas le comportement de mon enfant, ça me déstabilise, j'ai envie de m'énerver, mais à la place de m'énerver, d'abord, je me pose une question, est-ce que c'est de son âge? Et donc, je vais regarder, est-ce que d'autres enfants du même âge font pareil? Ah, d'autres enfants du même âge font pareil, c'est louche. S'ils font tous pareil, c'est probablement une étape de développement et non pas un problème. Donc déjà, ça change. Après, je me suis renseignée, j'ai cherché. Moi, j'adore la science, donc j'ai été fouillée dans les études. Et du coup, ben, on a des réponses, on trouve des réponses. En France, elles ne sont pas facilement disponibles parce qu'on a considéré trop longtemps que être parent, c'est pas, il n'y a pas besoin d'apprendre et qu'on ne veut pas programmer les parents. Mais fournir un programme d'apprentissage de compétences parentales n'est pas programmer les parents. Au contraire, c'est les libérer, c'est leur fournir des outils pour comprendre. Moi, quand j'ai lu comment fonctionnait le cerveau, que la zone préfrontale du cerveau se développe bien plus tardivement qu'on ne croyait, et que donc à l'âge de 2 ans, par exemple, un enfant n'est pas capable encore d'inhiber son impulsion, que si vous lui dites ne touche pas à ça, ben c'est à peu près sûr qu'il va d'abord toucher avant de ne pas toucher. Donc ça éclaire la vie. On s'énerve plus parce que du coup, on comprend les enjeux, on comprend le comportement de l'enfant et du coup, on peut dire waouh, mon enfant est en train de grandir. Et donc, du coup, on va adapter notre comportement, on va favoriser ses apprentissages. Et du coup, la vie, elle est quand même nettement plus sympa et tranquille. Quelles sont les autres choses fondamentales qu'un parent doit apprendre? Donc, il y a l'évolution de l'enfant, il y a... Réguler ses propres émotions. Parce alors, que ça, c'est aussi quelque chose de vraiment important. Nous sommes démunis devant les intenses émotions de nos enfants. Et c'est vrai que les enfants ont des émotions intenses. Pas plus intenses que nous. Mais eux, ils sont plus petits. Et leurs émotions les débordent très souvent parce que les autres zones du cerveau qui permettent de relativiser, de tranquilliser, de retrouver de la sérénité, de retrouver de la sécurité, tout ça, c'est pas encore suffisamment développé. Les connexions sont pas encore suffisamment développées. Donc, un enfant petit a besoin de la co-régulation par le cerveau de son parent ou d'une figure d'attachement, d'une personne qui prend soin de lui. donc ça, il faut vraiment être précis. Tu Ah ben, dis co-régulation, pour... parce qu'il y a aussi un malentendu, que je ne sais pas d'où il vient. On caricature souvent que l'éducation, ça serait juste écouter l'enfant. Et donc, on a partout, les gens disent, ah oui, mais là, on voit, l'enfant fait une crise au supermarché, et le parent dit rien, dit, alors je t'écoute, je t'écoute, je t'écoute. Non. Tu n'as jamais recommandé ça. Non, ça c'est clair. Donc, ce qu'on raconte partout, souvent dans les médias, ce que dit Filiosa, n'est pas ce que dit Filiosa. C'est bien de le préciser. Merci. Tu n'es pas du tout dans une forme de laxisme et d'écouter l'enfant, de ne jamais lui dire non. Non, c'est pas moi ça. Moi, c'est zéro tolérance. Si l'enfant disjoncte dans un supermarché, j'interviens immédiatement. Et c'est stop. Qu'est-ce qui se passe pour lui? Est-ce que tu peux juste le redire est-ce qu'on peut le redire une deuxième fois? Parce que c'est tellement dans tous les médias
chaque fois que je parle de toi, chaque fois les gens disent « Ah oui, filiosa, c'est le laxisme ». Tu veux bien juste le redire une deuxième fois. J'espère que les gens qui le verront comprendront. Tu as bien dit zéro tolérance. Oui, zéro tolérance au comportement débordant, parce que si ça déborde, c'est qu'il y a un besoin qui n'est pas satisfait, et donc on intervient. Mais on ne va pas intervenir de manière autoritariste, on va De brutal. intervenir avec autorité, c'est-à-dire de la sécurité intérieure, et fournir de la sécurité à l'enfant pour l'aider à co-réguler. Et on va lui enseigner les compétences dont il a besoin pour pouvoir se débrouiller dans la vie plus tard. Évidemment, le changement, l'arrière-plan, je suis philosophe, je ne peux pas m'empêcher. L'arrière-plan philosophique de ce que tu dis, c'est l'enfant fait une crise au supermarché. Ce n'est pas qu'il est pervers et qu'il faut le dompter et le dresser comme un animal en le frappant parce qu'il a désobéi. C'est qu'il n'est pas régulé, qu'il n'a pas les compétences. Et donc, vous frappez l'enfant ou vous lui criez dessus parce que vous ne le comprenez pas. Et aujourd'hui, l'éducation repose sur une mécompréhension radicale de ce que l'enfant a besoin. Toi, tu dis « comprenez votre enfant ». Et là, vous pouvez l'aider, l'éduquer, lui dire non, le remettre dans un cadre qui est juste pour lui, mais qui est juste une manière de répondre à son besoin et pas de le torturer et de le frapper parce qu'il est déviant. Il n'est pas déviant, il n'est pas formé. C'est quand même... Oui. Et on voit bien pourquoi je suis aussi engagé, moi, personnellement, sur cette question, qu'il ne s'agit pas qu'une question d'éducation des enfants, mais de la conception générale qu'on a de l'existence, parce qu'au fond, la violence qu'on est en train de faire aux enfants avec cette attitude-là, c'est la même qu'on a aujourd'hui avec les personnes âgées, c'est la même qu'on a avec les handicapés, c'est la même qu'on a avec nos émotions, c'est la même violence que nous impose aujourd'hui un management de plus en plus autoritaire, de plus en plus déshumanisant, qui refuse de reconnaître les besoins des êtres humains. Donc de la même manière qu'on ne reconnaît pas le besoin de l'enfant, on ne reconnaît pas le besoin de la personne âgée, on ne reconnaît pas le besoin de la personne en EHPAD, on ne reconnaît pas le besoin de l'handicapé, on ne reconnaît pas le besoin du salarié. Partout, on veut instrumentaliser l'individu pour qu'il soit fonctionnel, indépendamment de son être, de ses besoins. Et c'est vraiment, je ne crois qu'on ne comprend rien à l'éducation quand on ne comprend pas que c'est le même problème qu'on a dans tous les domaines aujourd'hui de notre monde. Et la violence faite aux enfants aujourd'hui, parce que c'est important, tu le rappelles, contrairement à ce qu'on raconte, il y a de plus en plus, on est dans un retour à la violence aux enfants. Les enfants sont plus frappés comme il y a un siècle, mais il y a une nouvelle forme de violence faite aux enfants. C'est vraiment important de comprendre que c'est intenable, que nous sommes une société qui cache une extraordinaire violence. Oui, et il est urgent de remettre un peu d'humanité dans l'humanité, tout à fait. Et quand tu parles, c'est important de mesurer, qu'est-ce qui se serait passé, comment on serait devenus, nous, si nos parents nous avaient compris, accueillis, avaient tenté de pénétrer dans notre cœur plutôt que de nous juger, de nous punir, de nous enfermer, de nous frapper. Ça aurait été un autre monde. Et donc on peut toucher intérieurement dans quel monde on pourrait vivre si nos besoins fondamentaux étaient entendus, si nos émotions étaient entendues. Et on peut le voir aujourd'hui, quand, par plein d'approches différentes, toutes les approches que je propose dans ma chaîne, dans les dialogues, quand j'apprends à écouter mes émotions, quand j'apprends à avoir de la tendresse pour moi, quand j'apprends à me comprendre, je me sens mieux. Je trouve plus de force. Mais il y a un risque, Fabrice. Et donc la même chose, on peut faire la même chose avec nos enfants. Il y a un risque. C'est qu'à ce moment-là, on devient libre. Et est-ce que vraiment nous avons envie que nos enfants soient libres? Ou est-ce que notre société veut qu'on soit libre? C'est ça. On peut voir que aujourd'hui, les nouvelles formes de violence qui sont au fond, les nouvelles formes de violence au fond, c'est une forme de manipulation gestionnaire de tout le monde. Il faut que tout soit efficace. Et on veut que nos enfants soient efficaces, on ne veut pas avoir d'ennui, on veut que les employés soient efficaces. Il y a une déshumanisation comme ça. On voit bien que cette gestion d'efficacité nous rend moins libres. Et c'est ça le danger, ce serait que nos enfants soient libres. Et comprendre l'enfant, c'est lui permettre d'être libre. Évidemment, c'est encore aussi là un arrière-plan philosophique important. Et là aussi, en votre âme et conscience, vous pouvez réfléchir.
Est-ce que vous pensez que votre enfant est un pervers qu'il faut dresser? Ou est-ce que vous pensez que l'enfant est un être qui a envie d'être libre et qui a besoin d'être guidé? Mmh. Parce que apprendre à être libre, c'est une aventure. Mmh. C'est une aventure, voilà tout ce que peut dire la philosophie. On n'est pas libre comme ça se travaille, ça s'apprend. Oui. Il faut se libérer de plein de schémas sociaux, de nos propres peurs. Mmh. Et au fond, l'éducation, c'est une éducation à la liberté. Oui, à une vraie liberté parce que de nombreuses personnes confondent la liberté avec le laisser-faire, on laisse tout faire et cetera et en fait non. Une véritable liberté, elle est faite de respect et de respect d'autrui, de responsabilité. Pour moi, la liberté et le sentiment de responsabilité sont vraiment indissociables. Si on est dans une, éducation très contrôlante, on va apprendre à obéir, à se conformer. Et du coup, on devient le petit soldat, qui va consommer et cetera, qui répond bien aux attentes, sociales. La liberté, c'est pas faire n'importe quoi. La liberté, c'est je n'obéis pas de manière automatique aux ordres, mais du coup, je réfléchis. Et ma liberté, elle est dans suis guidée par mes valeurs et je mesure l'impact que j'ai sur autrui. Et donc, je vais avoir une attitude en étant libre bien plus responsable et authentique que, euh, que si je ne vais pas vers cette liberté. Mais c'est vrai que la liberté, souvent, fait peur à un certain nombre de pouvoirs. Ce dont on parle est tellement important, essentiel, ça peut tellement changer la vie de milliers de gens qu'on ne va pas se contenter juste de faire ce dialogue. J'ai fait pas mal de dialogues sur ma chaîne d'éducation, mais là j'avais envie d'offrir aux gens un cours complet qui donne vraiment les clés de base de cette éducation. Donc on a un peu réfléchi ensemble et on a mis en place un cours. Donc il y a 3 séances en direct, puis on va tout expliquer après, mais il y a 3 séances en direct et puis beaucoup de capsules filmées qui permettent vraiment de donner les bases. On va essayer de décrire le cours qui est aussi, au fond, ce qu'il faut apprendre. Alors, dans les 3 cours en direct, le premier cours, c'est SOS Parents, ce qu'il faut savoir et qu'on ne nous a jamais dit, comment se libérer de tous les dictats. Donc ça, Oui, c'est important parce que tu dis souvent, là, aujourd'hui, c'est affreux pour plein de parents, il y a plein de dictats qui nous culpabilisent. Et donc, ah, c'est ça. ce que tu vas apprendre, c'est pas des nouveaux trucs, on dit, oh merde, je sais pas ça, je suis coupable, mais c'est apprendre de manière qu'on se sente plus tranquille, qu'on ait confiance dans ce qu'on sent déjà. Tu redonnes du pouvoir aux parents. C'est Tu nous ça. libères des dictats qui font qu'on se sent tout le temps coupable. C'est effectivement mon objectif. En fait, il n'y a pas de diktat. Nous avons à avoir, ou en tout cas, on ne devrait pas les écouter. Aucun diktat ne peut répondre aux vrais besoins de notre enfant. Mais les besoins de l'enfant, ils sont universels. Et ça peut tout de suite nous donner des clés pour identifier ce qui est en train de se dérouler et donc quelles réponses nous pouvons chacun individuellement trouver. Il n'y a pas de réponse universelle à toutes les situations. Et c'est vraiment une créativité, une création permanente, une famille. On est de la parentalité. Il n'y a pas vous faites ci, vous faites ça, A, B, C, D. Et on ne devrait pas appliquer des recettes de manière automatique. Mais on a quand même besoin d'avoir des infos pour savoir, mais tiens, ça c'est quoi? Et donc, il y a quelques informations fondamentales qui permettent de regarder l'enfant et de savoir comment se positionner pour l'accompagner au mieux et de faire en sorte que nombre de problèmes n'apparaissent même pas. En fait, nombre des problèmes que très souvent les parents me posent sont des problèmes qui auraient pu ne même pas apparaître si certains besoins de l'enfant étaient satisfaits à la base. Donc, quand on a ces clés-là, c'est vraiment plus tranquille. Donc ça, c'est le premier cours. Le deuxième cours, donc ça va être des cours en direct, mais que les gens peuvent voir en replay. Le deuxième cours, c'est les enfants d'aujourd'hui ne sont pas ceux d'hier. Et Mm. donc, comment faire par rapport aux écrans, à l'alimentation, au rapport à la nature, au corps. Tout ça, c'est pas du tout comme il y a 50 ans.
C'est ça et on ne mesure pas à quel point ça a changé et donc dans ce cours, je donnerai des éléments pour expliquer chaque chose, comment c'est important, comment ça fonctionne, comment ça va altérer, les réactions. Parce que très souvent, les parents ne savent pas, ne sont pas informés l'impact d'être à l'intérieur par rapport à être à l'extérieur. Ils ne savent pas que quand l'enfant respire par la bouche, eh bien ça risque de lui poser des problèmes pour réussir à l'école ou pour dormir la nuit. Il y a toutes sortes de petites informations, toutes simples, que les parents n'ont pas. Et l'impact de notre société, des habitudes de notre société est phénoménal sur la régulation émotionnelle de nos enfants, sur la régulation corporelle de nos enfants. Les enfants d'aujourd'hui ont perdu 25% de leur capacité cardiaque. Ça, c'est la Fédération française de cardiologie qui le dit. C'est pas une histoire d'autorité qu'il n'y a plus. Donc, Oui, on nous raconte qu'il n'y a plus assez d'autorité. C'est pas ça. Les enfants d'aujourd'hui sont pas ceux d'hier, c'est sûr. Ils se concentrent pas en classe, ils bougent tout le temps, ou alors ils sont tout mous. Bref, c'est pas les mêmes. Mais il se passe un truc. Mais c'est la société qui a changé, c'est l'environnement qui a changé. oui, c'est très important de souligner que les enfants, par exemple, sont de plus en plus sédentaires. Pour la première fois dans l'histoire de Mm. l'humanité, les enfants courent moins, sont moins dehors, jouent moins. Donc ça, Mhm. c'est des choses Rit absolument moins. fondamentales. Je recevais il y a quelque temps sur la chaîne le docteur Simès qui me faisait part de ses études sur la sédentarité de l'enfant et toutes les conséquences que ça a sur son développement. On Donc est là, d'accord. c'est quelque chose que les parents savent trop peu. Parce que voilà, on ne fait pas le lien entre des Non. tas de phénomènes, mais la Mm. sédentarité des enfants, donc on va aborder ça. Le troisième point, ce que je trouve vraiment fondamental, le troisième cours, c'est pourquoi élever son enfant, c'est aussi un processus de guérison intérieure. Ça, je trouve que c'est très libérateur pour le parent, parce qu'au fond, c'est pas un cours devenez un Mm. parent infaillible, un super parent et ne faites plus jamais mal. C'est pas du tout, du tout, du tout ça ta perspective. Ta perspective, c'est bien sûr on fait des erreurs. Il s'agit de comprendre pour faire au mieux et comprendre que ce travail d'accueillir notre enfant, on le fait aussi envers soi-même. On apprend à s'accueillir soi-même et qu'élever Mhm. son enfant, c'est aussi un processus de transformation intérieure extraordinaire. Tout à fait. Et une merveilleuse occasion de soigner l'enfant à l'intérieur de soi. L'enfant que nous avons été. Et donc là, tu vas donner plein de clés pour que, quand même, un souci de beaucoup de parents, c'est de ne pas leur transmettre tous les traumas qu'ils ont Oui. vécus. Mm. Parce qu'il y a beaucoup de parents, voilà, et on ne sait pas comment faire. C'est une question qu'on me pose sans arrêt. Comment est-ce que je peux ne pas transmettre mes peurs à mes enfants? Comment ne pas leur transmettre mes phobies, etc. Donc Oui, ça, c'est ça la bien clé. sûr. Donc apprendre à réguler nos émotions, apprendre à réguler les émotions de l'enfant, au fond, c'est un travail qui doit se faire en même temps. On ne peut pas juste Oui. éduquer, si on éduque son enfant de manière extérieure, c'est Voilà, tu fais le geste comme ça. Ça veut dire qu'il y a une partie de nous qui n'est pas présente là. Et de toute façon, ça va se sentir dans la relation. Et donc, accompagner son enfant, ça nous aide à être plus présents à nous-mêmes et du coup, à reprendre contact avec l'enfant que nous étions. Parce que forcément, à travers le soin que nous prenons de nos enfants, nous mesurons ce que nous n'avons peut-être pas reçu. Et ce que nous avons vécu, les images, les interprétations qu'ont posées nos parents sur nous, peut-être ils nous ont jugés, peut-être ils nous ont punis, on peut se souvenir de tout ça et mesurer que finalement, on s'est construit malgré toutes ces blessures, avec toutes ces blessures, et voilà, on peut monter un peu en autocompassion pour soigner une à une ces blessures d'enfants à travers voilà, ce prisme que nous offre l'éducation de notre enfant. Donc, dans le cours, il y a en plus des capsules. Il y a presque 2 heures et demie de présentation de l'évolution de l'enfant et de compréhension de ses besoins tu l'as fait selon les différents âges. C'est ça, depuis 0 jusqu'à 17-18 ans, qu'est-ce qui se passe?
le cerveau se modifie. Donc, je rentre pas beaucoup dans la neurophysiologie, dans les neurosciences, etc. C'est plutôt quel genre de comportement on peut attendre à tel et tel moment, et du coup se repérer. Ah, ben parce que c'est intéressant de savoir que à 8-9 ans, un enfant, presque tous les enfants vont passer par une étape de mensonge. C'est pas le même genre de mensonge à 8 ans que à 14 ans, c'est autre chose. Et donc ça nous permet d'ajuster nos pratiques parentales. Et là, c'est important pour tout parent de comprendre ce développement. C'est pas juste important si on a un enfant qui a 5 ans, de regarder le développement de l'enfant qui a 5 ans, mais c'est important quand on devient parent de comprendre l'ensemble de... Mais oui, parce qu'en fait, c'est une évolution. Et on a trop tendance à penser, bah tiens, si mon enfant ne dessert pas la table, ne met pas les couverts dans le lave-vaisselle aujourd'hui, ça veut dire que toute sa vie, il sera, il fera pas attention aux autres et il accomplira pas les tâches ménagères. Non, c'est chaque âge a une fonction, chaque âge il va y avoir certains comportements qu'on peut attendre et ça se construit. Et on a besoin de construire les choses les unes après les autres. Il y a une logique. Donc, écouter toutes les vidéos pour comprendre tout ce développement progressif, mais ça permet de piger mieux, ça permet de se faire une meilleure image du processus développemental. Parce que, évidemment, il n'y a pas un enfant qui ressemble à un autre. Et ce n'est pas tous les enfants, à 7 ans, ils atteignent l'âge de raison, ils deviennent capables de raisonner. Non, quelquefois c'est à 6 ans, quelquefois c'est à 8 ans. Voilà, chaque enfant a son propre rythme de développement. Donc, il ne faut pas non plus prendre les âges comme trop précis. Ça permet aussi de regarder sa propre enfance. Et quand on sait: «Ah ben oui, mes parents m'ont toujours dit que j'étais, un menteur», mais en fait, c'est parce qu'ils ont interprété à tel moment, il s'est passé ça. «Ah, mes parents disaient que, j'étais un enfant pénible», mais c'est peut-être parce que c'était à cette période, alors moi donc ça nous permet de relire notre propre enfance avec un peu plus de distance et de développer, de l'empathie et de la compassion envers nous-mêmes. Alors, il y a la dernière grande partie du cours. Alors là, je t'ai un peu mis au défi, c'est répondre à toutes les Plein questions de questions. toutes les questions que tous les parents se posent. Alors, j'ai rassemblé toutes les questions que les gens se posent et alors après, je te les ai posées. Est-ce que tu veux citer quelques-unes des questions auxquelles tu réponds? Alors, il y a toutes sortes de questions. Il y a comment préparer la chambre de bébé pour qu'elle se sente accueillie. Il y a comment gérer les crises de colère, les caprices. Comment réagir quand mon enfant frappe d'autres enfants. Et puis gérer les rivalités entre frères et sœurs. Comment aider mon enfant à se concentrer sur ses devoirs. Que faire si mon ado ne parle plus de ses émotions ou semble distant. Voilà, toutes sortes de choses, mais aussi des questions sur soi. Je me sens toujours coupable de ne pas passer assez de temps avec mes enfants. Je crains de transmettre mes propres peurs et insécurités à mon enfant. Comment je peux développer une relation de confiance à mon enfant sans devenir son ami qui dit toujours oui. Voilà, toutes sortes de questions sur nos attitudes parentales et sur ce qui se passe pour nos enfants. Alors là, c'est une partie très importante. En répondant aux questions, tu donnes vraiment le déclic. J'ai l'impression qu'au fond, à chaque fois, le travail que tu fais en répondant aux questions, c'est éclairer suffisamment jusqu'à ce qu'on comprenne, ah oui, c'est ça le point, qui nous rend beaucoup plus libres. Parce que, voilà, de Tout à loin, on fait. pourrait dire, ah, je te pose une question, alors, il va falloir savoir comment je fais quand voilà, Mm. j'ai 2 enfants, ils se disputent tout le temps, alors tu vas me donner le protocole. C'est pas du tout ça. Non, Au fond, tout ton travail, c'est le contraire du protocole. Bon, ça exact. tombe bien parce que je dénonce dans tout mon travail. Je ne crois pas que les protocoles servent et quand on est thérapeute, et quand on veut faire de la méditation, et quand on est parent. Mais c'est vraiment donner ce petit déclic qui permet de voir où est le problème. Parce qu'en fait, Tu prenons as tout l'exemple. compris, Fabrice, c'est exactement ça. Je C'est t'ai beaucoup redonner de la écouté. liberté aux parents, sa vraie liberté. En Et on ne peut comprenant le avoir de la point. liberté que quand on a l'information. On comprend. Parce Voilà, que c'est ça. quand tu parles de Mm, 2 mm. enfants qui se disputent, si je ne comprends pas pourquoi ils se disputent, quelle est la place dans la fratrie, qu'est-ce qui se joue de leur lien avec les parents et de l'angoisse qu'ils ont, leur dispute, j'ai l'impression qu'elle n'a pas de sens, Ah, tout à qu'ils fait. font exprès Mm. ou qu'ils sont pervers. Et donc, ma réaction, n'étant aucun rapport au réel, mais une simple projection, elle est aveugle, elle est violente, elle ne marche pas, et donc je suis encore plus frustré. Donc ça, un peu le cercle
vicieux dans lequel on est pris. Je ne comprends pas ce qui se passe. Je projette quelque chose qui n'a aucun rapport avec le réel. Ma réaction, elle est à côté de la plaque. Et Donc, je disproportionné. m'énerve. Je deviens de plus en plus violent. J'en veux à l'enfant qui comprend rien à ce qui se passe. Et dans chaque forme de question, tu montres qu'est-ce qui se passe. Et quand je comprends ce qui se passe, ben, ça devient tout simple. C'est ça. Et ça, cette logique qui est valable avec les enfants, elle est valable avec mon collègue de travail. Aussi. Quand il me dit un truc que je comprends pas, si je l'écoute pas et je comprends pas, je peux prendre le fait qu'il n'ait pas fait le dossier comme une attaque personnelle. Et si je lui pose une question, je peux comprendre que c'est pas du tout pour ça, et on crée de la paix. Donc c'est la même logique que nous on C'est comprend dans la tellement vie évident ordinaire. quand tu parles d'un collègue de travail que mais c'est vrai, tu as tout à fait raison. Avec nos enfants, on prend pour nous toutes sortes de comportements, alors que non, ils ont des raisons d'être, ils ont des motivations à leur comportement, de la même manière que notre collègue de travail, il y a des motivations. Avec le collègue, on va tout de suite aller les chercher, mais avec les enfants, pour quelle raison? On ne va pas les chercher et on interprète et on réagit. Et donc voilà, et on crée des tensions, de la frustration, un sentiment d'isolement. Et au fond, tu nous montres. Donc c'est pour ça que ces questions sont vraiment passionnantes. C'est toujours absolument génial de te voir, je dois te dire, parce que tu montres que c'est toujours plus simple qu'on ne croit. En plus, ça, il faut vraiment dire aux parents, la méthode Filiosa, c'est revenir à quelque chose d'évident et de simple. Et, et on voit à quel point souvent, quand on ne voit pas, on fait compliqué. Et puis quand on comprend, ah ben oui, c'est simple. Donc c'est vraiment, vous allez voir, à tous les parents, en écoutant ta réponse, il y a plus de 20 questions, sur à peu près toutes les questions qu'on rencontre, c'est simple, c'est lumineux, et on voit très bien comment faire. Et c'est simple, à condition de prendre le temps de regarder vraiment. Mais tu donnes aussi des trucs vraiment plein de bon sens qui peuvent vraiment aider. Ah, tout à fait. Puis des trucs finalement relativement évidents aussi, mais auxquels on ne pense tout simplement pas. Comme quand on est envahi par l'émotion, il suffit de changer de position pour immédiatement changer d'état interne. Ben, on n'y pense pas toujours. Mais voilà, c'est un petit truc. Donc il y a Tu- un certain nombre de petits trucs, Que tu de vas donner petites dans le cours. astuces que je donne aussi dans le cours pour différentes choses. Comment ne pas prendre pour soi quand un enfant explose de colère ou ben, de terreur ou de pleurs. Et souvent, ces astuces viennent de toute ta formation, de la compréhension des émotions, la compréhension entre le corps et l'esprit, voilà, tout un savoir que tu as réussi à modéliser dans quelques petites pratiques très simples du quotidien qui permettent, je suis en colère, d'apaiser la chose. Enfin, tout ce qu'on appelle un peu aujourd'hui la régulation émotionnelle se manifeste par des petites actions très très simples à faire. C'est ça. Parce que, au fond, souvent, ce que je dis aussi souvent sur cette chaîne avec plein d'intervenants, on a souvent le modèle que c'est par un effort difficile de volonté qu'on va réussir à se transformer. Et je dis toujours, mais non, parce que ça ne marche pas comme ça. Et là, au fond, ces ces astuces, c'est des manières extrêmement simples de transformer un problème. Voilà. Mhm. Oui, et c'est ce mot de volonté, il me touche particulièrement parce que souvent on se dit si on veut, on peut. Ben non, pas forcément. Et par contre, il y a des clés. Et si on les connaît, eh ben c'est beaucoup plus facile d'ouvrir les serrures. Si vous voulez en savoir plus sur le cours, vous êtes libre de cliquer ci-dessous. Dans la description, j'ai mis un lien sur la page du cours où vous aurez toutes les informations. Donc vous êtes libre d'aller y jeter un coup d'œil, que vous soyez parent ou que vous vouliez faire la paix avec l'enfant que vous avez été. Ben merci, merci Isabelle. C'est vraiment tellement important de parler de toutes ces questions. Ça fait un bien fou. Merci beaucoup. Merci Fabrice et merci vraiment de relier l'éducation des enfants à toute cette dimension de la société, tout l'impact social que ça a, parce que oui, chacun dans notre famille, nous pouvons changer cette société, la rendre plus humaine. Ça commence par l'intérieur de nous. Le petit microcosme, on a aussi besoin de changer les structures sociales. Mais ce lien entre la famille, comment ça se passe, notre rapport à notre enfant intérieur, à l'enfant, il détermine beaucoup le type de société vers lequel nous voulons aller.
Ben, merci d'avoir suivi cet épisode de Dialogue. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour être au courant des prochains épisodes. J'espère que ça vous aura donné envie de suivre ce cours sur lequel je travaille depuis de nombreux mois. J'avais vraiment envie de donner les moyens à des milliers de gens de pouvoir entrer dans cette aventure extraordinaire qui change ma propre vie et j'espère vous aidera à changer la vôtre. Je vous embrasse très fort.